Remise officielle d'acte de cession de la parcelle d'une superficie de plus de 1000 m² pour la construction de la maison de l'artiste par le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, un futur cadre de convergence pour les artistes nigériens. 64e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique. Principal point, l'élection du nouveau directeur du comité régional de l'OMS. Le ministre de la Santé publique, Manoa Gali, a pris part. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du ministère de la Défense nationale suite aux rumeurs qui circulent selon lesquelles des personnels de forces de défense et de sécurité seraient toujours portés disparus après les attaques terroristes du 30 octobre 2014 dans le département de Oualam. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses et le ministre de la Défense nationale informe l'opinion nationale de ce qui suit. Les 3 agents de forces de défense et de sécurité annoncés portés disparus suite aux attaques terroristes du 30 octobre 2014 dans le département de Oualam ont été retrouvés le même jour de l'attaque dans l'après-midi lors des opérations de ratissage menées par nos forces de défense et de sécurité et qu'ils sont sains et saufs. À l'intérieur du pays, les départements de Bagaroa et Tawa ont constitué la deuxième étape de la mission de prévaluation sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 qu'effectue le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoye Gado. Des précisions avec Sanana Tahi et Lauricini. Le département de Bagaroa a la particularité d'être une zone où les activités agricoles sont aussi importantes que les activités pastorales. Le ministre Foumakoye Gado, qui a bravé les obstacles du terrain, est allé à la rencontre des acteurs ruraux. Il a tout d'abord visité les magasins de stockage des produits locaux, les chantiers de construction de la centrale d'approvisionnement en aliments pour bétail, un des dispositifs de la maison du paysan et de la direction départementale du plan, avant de présider cette réunion publique d'évaluation de la campagne. Une campagne qui n'a pas répondu aux besoins des populations selon les exposés présentés par les responsables des services techniques. Après avoir rappelé les mesures palliatives qui seront prises pour faire face au déficit qui pourrait être enregistré, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoye Gado, a entretenu la population de cette zone frontalière du Mali sur les questions de la sécurité et la prévention de la maladie due au virus Ebola. Après Bagaroa, le département de Tawa, où l'arrêt brusque des pluies a entraîné des déficits céréaliers et fourragers. C'est du reste ce qui ressort des visites des champs de culture, échanges directs avec les producteurs et présentations faites par les services en charge des questions agro-silvopastorales et hydrauliques. Le ministre Foumakoye Gado a tenu à faire des propositions aux acteurs qui vont dans le sens d'amélioration des statistiques pour une meilleure appréciation quantitative et qualitative des résultats de cette campagne et une meilleure prise en compte de tous les aspects dans l'élaboration du plan national de réponse au déficit. Il est à noter que dans la ville de Tawa, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoye Gado, a visité le chantier de construction du château d'eau dans le cadre d'amélioration d'accès à l'eau par la population et le chantier de construction du marché pour un coût de 750 millions de francs CFA sur fonds propres de la ville. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, Ousmane Abdou, a procédé ce matin à la Cité de la Francophonie à la remise officielle de l'acte de cession de la parcelle d'une superficie de 1005 m² destinée à la construction de la maison de l'artiste, un futur cadre de convergence pour les musiciens et artistes nigériens. James Didier est à côté au Galas. Que j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre officiellement l'acte de cession de la parcelle destinée à accueillir la maison de l'artiste. L'octroi de ce terrain d'une superficie de 1005 m² destiné à la construction de la maison de l'artiste traduit ainsi l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'épanouissement des acteurs de la culture et la valorisation de notre très riche patrimoine culturel. Occasion pour les artistes, musiciens, cinéastes, peintres, opérateurs culturels, que sais-je encore, de féliciter et de remercier le ministre de la Culture, de l'Art et des Loisirs pour son engagement à promouvoir la culture nigérienne. Nous avions lancé un appel et cet appel a été entendu par l'affectation de ce terrain. C'est pourquoi, pour nous, cette remise officielle de ce terrain restera un acte historique dans nos carrières professionnelles.
Aussi comptons-nous sur votre accompagnement ainsi que celui de tous les partenaires pour la construction de cet édifice dans un bref délai. Je ne finirai pas mes propos sans une fois encore saluer et encourager tous les efforts que vous ne cessez de déployer pour l'amélioration des conditions de vie des acteurs culturels que nous sommes. Dans son intervention, le ministre de la Culture, de l'Art et des Loisirs, Ousmane Abdou, a souligné l'importance et la place de la culture et de l'art dans le développement socio-économique d'un pays. On a coutume de le dire, l'art de créer constitue la seule véritable richesse, une richesse inépuisable. Dans le sillage de cette assertion, l'instauration d'un environnement culturel approprié s'avère d'une impérieuse nécessité. C'est pourquoi, outre le bloc administratif, le plan de construction de l'établissement prévoit entre autres un théâtre de verdure, des salles polyvalentes, des salles de cours, une discothèque, une bibliothèque et une salle informatique. Une fois qu'elle verra le jour, la maison de l'artiste sera un acteur déterminant du paysage musical nigérien à travers des services diversifiés comme la professionnalisation des musiciens, la détection des jeunes talents, le soutien aux porteurs de projets artistiques et l'écoute ou la vente de CD et cassettes. Le ministre Ousmane Abdou a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner toujours les artistes dans la recherche du financement pour la construction et l'équipement de cette maison de la culture afin qu'elle soit opérationnelle dans le meilleur délai. Et puis le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a regagné Niamey cet après-midi même, venant d'Agadez où il était en visite privée. À l'aéroport Diori Hamani de Niamey, Brigitte Raffini a été accueilli par les membres du gouvernement avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur ainsi que de l'intégration africaine. 7 novembre 2014 s'est tenue à Cotonou, au Bénin, la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Au cours de cette session, des thèmes ayant trait à la santé ont été débattus par les participants ainsi que l'élection du tout nouveau directeur du comité régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la botswanaise Dr Moeti Rebecca, candidate de l'Afrique australe. Le Niger était représenté par le ministre de la Santé publique Manon Agalé, envoyés spéciaux El Haj Barokoba et Fatih Lankondi. Pendant 5 jours, les ministres des 47 États membres du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se sont penchés sur certaines questions sanitaires du continent. Le thème qui a retenu l'attention des participants est sans nul doute celui de la fièvre à virus Ebola. Les pays affectés ont transmis des messages forts à l'assistance. On n'a jamais été préparé pour ça. Mais la réponse qu'on a donnée à l'Ebola, c'est ça qui a fait qu'on peut les contrôler. Surtout les présidents de la République. Quand on lui a dit que c'est ça qu'on veut, tout de suite, l'agent qu'on voulait, il a donné ça, le même jour. Et puis le leadership des ministères de Santé aussi était très bien, avec tout qui travaillait avec lui. La situation actuelle est dans une tendance dégressive. Les 3 dernières semaines, on note une diminution du nombre de nouveaux cas, ce qui nous donne déjà des signes d'espoir. Mais à ce jour, l'épidémie a fait près de 1700 cas, avec un peu plus de 1000 décès, soit un taux de létalité autour de 60%. Ebola, c'est quelque chose qui nous a surpris. Nous n'avons pas trouvé les mots pour convaincre la population. Et si l'épidémie même a pu s'étendre et qu'on n'a pas pu l'éteindre jusqu'à présent, c'est qu'au niveau de plusieurs communautés, on n'a pas su les convaincre. La coordination réside dans le leadership, d'abord du chef de l'État lui-même, le leadership de nous-mêmes en tant que communauté. Je peux vous donner l'exemple. Nous avons eu une épidémie d'Ebola qu'on a contrôlée en 40 jours. Sur les 40 jours, moi, ministre de la Santé, je suis allé sur terrain 3 fois. C'était en pleine forêt. Je me rappelle, on devait faire un campement au début. On a lancé nos équipes parce que c'était difficile, mais qu'est-ce qu'on leur a demandé de mettre? On leur a demandé de mettre une grosse tente avec des petites tentes individuelles parce qu'il pleut tous les jours dans la forêt.
ils avaient du mal à rester dans ces conditions. Mais quand ils m'ont vu, moi-même, ministre de la Santé, aller sur terrain une semaine après, dormir par terre avec eux, ils étaient motivés, ils ont commencé le travail. Pendant que j'étais là, ils ont vu le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabange, m'appeler 6 fois en l'espace d'une journée. À chaque étape, après chaque réunion, je devais lui faire rapport pour lui dire ce que j'étais en train de faire. C'est ce leadership qui est très important. À travers cette session, les pays non affectés comme le nôtre ont tiré les leçons suivantes. L'implication des communautés aussi est une étape très importante parce que quand on regarde aussi au niveau de cette maladie, il faut que la communauté s'implique pour que dès les premiers symptômes que les gens puissent aller là où il faut et pour aussi la gestion surtout des enterrements qui est un élément très important. L'implication des leaders religieux, en tout cas tous les acteurs, les médias que vous êtes, en tout cas pour passer l'information est un élément très important. D'autres thèmes non moins importants ont été également débattus par les participants. Le principal point, c'était l'élection d'abord du nouveau directeur régional de l'OMS. Ensuite, il y avait d'autres points importants aussi qui ont trait à l'avancée par rapport à l'atteinte des OMD, qui ont trait également à la situation actuelle que vous connaissez, donc notamment l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Nous avons également discuté de l'apport du fonds des urgences pour la santé publique pour l'Afrique et également d'autres questions en rapport aux hépatites virales. Nous avons discuté de toute cette réforme ou les principales réformes de l'OMS ainsi que le budget programme de l'OMS. C'est au cours de cette 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique que le nouveau directeur a été nommé en la personne du docteur Moeti du Botswana de l'Afrique australe au détriment de l'Afrique de l'Ouest qui a malheureusement aligné 3 candidates. Quelle a été la participation du Niger à cette session? Le ministre Manu Agali. Nous avons pu être retenus comme membres du bureau de cette 64e session, donc au niveau du poste de rapporteur. En plus de cela, nous avons présenté tous les documents en matière de santé que le Niger met en œuvre, exécute les différents programmes de développement sanitaire du Niger, nos expériences, nos stratégies. Tout cela a été présenté, échangé, particulièrement sur les thèmes retenus pour cette conférence. Donc il y a eu un échange d'expériences. Si je prends l'exemple de la Guinée, le délégué de la Guinée a bel et bien dit qu'au début de l'épidémie, ils ont eu un problème au niveau de la communication. La communication est quelque chose de très important dans toute action humaine, surtout quand il s'agit de la maladie, surtout quand il s'agit d'épidémie, surtout quand il s'agit d'une maladie comme la maladie à virus Ebola, où l'information et la communication, l'éducation à l'hygiène sont très importantes. Donc nous avons appris cette leçon-là de la Guinée qui dit qu'ils ont fait des erreurs mais qu'ils ont corrigé. C'est sur une note de satisfaction totale que cette 64e session a pris fin le 7 novembre 2014 au Palais des Congrès de Cotonou et la prochaine session aura lieu à N'Djamena au Tchad. Restons à l'extérieur. Du 3 au 7 novembre dernier, une vingtaine de journalistes africains a effectué un voyage d'études à Ankara, en Turquie. Ce cadre d'échange a été créé par les autorités turques en prélude au 2e sommet Turquie-Afrique prévu du 19 au 21 novembre prochain à Malabo, en Guinée équatoriale, sur le continent. Ils ont assisté à cette rencontre d'information Aliza Hamidine et Moussa Heya. Istanbul, mégapole de 15 millions d'habitants, capitale de l'ancien empire ottoman, capitale économique de la brave et prometteuse nation turque. Un pays émergent, tampon entre l'Asie et l'Europe, incontournable dans toutes les transactions entre ces deux parties du monde. À moins d'1 heure de vol de là, se dresse Ankara, la capitale de cette république laïque de Turquie, fondée par Mustafa Kemal Atatürk. Et c'est à l'ombre du mausolée géant dédié à ce père de la nation qui garde toujours une très grande place dans les cœurs des Turcs que se déploie jour après jour toute la politique étrangère de cette jeune et puissante nation, économie émergente parmi les plus en vue et qui entend occuper la place qui lui revient de droit dans le concert des nations.
C'est pourquoi, après les pays occidentaux, puis la Chine, la Turquie aussi se positionne en Afrique, pôle de croissance du siècle prochain, à travers la tenue du premier sommet Turquie-Afrique en 2008. Puis, à la veille du deuxième sommet Turquie-Afrique, prévu du 19 au 21 novembre 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, le rapprochement entre ces deux entités est initié à travers un voyage d'études de la presse africaine. À la CETA, Fondation turque pour la recherche politique, économique et sociale, une initiative de quelques académiciens turcs, appuyés par des personnalités du milieu du pouvoir, l'Afrique prend une place de plus en plus grande dans les activités. Türkiye artık dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakıyor. La Turquie regarde la Turquie d'une approche différente. Dolayısıyla 10 yıl önce artık Afrika uzak bir yerken artık Afrika Türkiye'nin dış politikasında ana açılım merkezlerden bir tanesi. Bu yeni açılımda Afrika çok ciddi ve önemli bir yere sahip. Bunun için her geçen yıl Türkiye'nin Afrika ilişkileri derinleşiyor. Her yıl Türkiye yolları birkaç yere uçuş başlatıyor. Chaque année, la Turquie entame en fait les vols vers les pays africains. TİKA yaptığı faaliyetleri ülkelerde genişletiyor. TİKA en fait développe ses activités qu'il mène dans les pays africains. Türk iş dünyası Afrika'da artık gidilmedik hiçbir yer bırakmayacak şekilde iş yapmaya çalışıyor. En fait, le monde commercial en Turquie en fait continue ses activités chaque année dans des nouveaux pays. À l'agence de presse Anatolie, c'est aussi un réseau moderne et performant qui est déployé à travers le monde pour la production d'informations. Et quelle information? Celle qui se veut neutre dans un bras de fer médiatique entre le nord et le sud, où très souvent ceux qui ont les moyens imposent leur version de l'évolution du monde. Particulièrement sur l'Afrique, l'agence Anatolie défend la qualité de l'information qu'elle produit, car, dit-elle, elle est dépourvue de préjugés colonialistes ou impérialistes, une façon de se distancer de ces grandes concurrentes occidentales. Autre occasion offerte au panel de journalistes africains venus du Gabon, de l'Éthiopie, de la Mauritanie et du Niger pour découvrir la Turquie et ses ambitions pour l'Afrique, c'est la séance de travail avec le ministère des Affaires étrangères turc. À ce niveau, il a été fait déballage des contours de la politique africaine de la Turquie. Au même moment que ces visites et autres entretiens du panel de journalistes africains, se tenait à Ankara la réunion de la commission mixte de coopération nigéro-turque. Et le ministère des Affaires étrangères était l'endroit indiqué pour lever un coin du voile sur les conclusions de cette réunion. La réunion de la commission avec le Niger a permis de signer plusieurs accords, dont un concernant le renforcement du partenariat culturel entre nos deux pays et un mémorandum sur la santé, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et l'appui à la croissance. Prochaine étape de la découverte de la Turquie et de ses atouts, c'est l'université d'Ankara, où est ouvert depuis quelques années un centre d'études du continent africain à Taoum, prononcé Achaoum en turc. L'histoire, la géographie, le développement des relations culturelles et économiques avec l'Afrique et le rapprochement tout court entre la Turquie et l'Afrique sont entre autres les axes poursuivis par cette université qui compte près de 300 étudiants africains. Ce centre d'études du continent africain de l'université d'Ankara a déjà organisé 2 séminaires et bientôt un symposium dénommé l'Afrique par les yeux des Africains, au cours duquel un thème sera présenté par le Nigérien Maman Hashirou Mamabala. À toutes les étapes, le message est très clair. L'intérêt de la Turquie pour l'Afrique ne souffre d'aucun doute et ce partenariat qui s'inscrit dans la durée se base sur le principe gagnant-gagnant, autrement dit kazan-kazan en turc. Retour au pays à Dosso, clôture ce matin des travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2014 du Conseil régional de Dosso. C'est le président du Conseil qui a présidé la cérémonie de clôture des travaux couronnés par d'importantes décisions à caractère régional. Harissou Garba et Issa Saleh. 4 jours durant, les conseillers ont eu à examiner les rapports des travaux de commission, la synthèse des activités intersessions, une communication sur le 2e appel à proposition du PADSR,
la présentation sur l'activation du fonds d'appui régional, etc. Le tout inscrit à l'ordre du jour et été minutieusement examiné, enrichi par les conseillers régionaux, ce qui leur a permis, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, de mieux appréhender les questions indispensables pour la région de Dosso. Ainsi, le président Imam Monkela, qui présidait la cérémonie, en présence de 2 vice-présidents, n'a pas manqué de remercier tous ceux qui contribuent pour le développement de la région de Dosso, particulièrement les conseillers pour leur franc-parler au cours des débats qui ont caractérisé cette 2e session ordinaire de leur conseil. Des recommandations ont sanctionné la fin des travaux. Elles sont lues ici par un participant. Considérant la recommandation du Conseil régional en date du 22 octobre 2012, sollicitant auprès du gouvernement la dotation du chef-lieu de la région de Dosso en infrastructure digne d'une ville moderne, considérant la suite favorable donnée par son Excellence le Président de la République à cette requête, en décidant de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre à Dosso en 2014, considérant la mise en place du comité national d'organisation de la dite manifestation, considérant la très faible implication au niveau régional du Conseil régional de Dosso dans l'organisation de cette fête, le Conseil régional de Dosso, réuni en session ordinaire les 5, 6, 7 et 8 novembre 2014, recommande aux autorités régionales l'implication effective des conseillers régionaux dans tout le processus d'organisation de cette importante manifestation. Au président du comité national d'organisation de veiller à la prise en compte de cette préoccupation du conseil régional. Fait à Dosso le 8 novembre 2014, le conseil régional. Fin ce matin à Sadoré, dans le département de Saï, de l'atelier de validation externe des programmes de l'Institut de santé publique, des programmes qui répondent désormais aux normes du système LMD, licence, master, doctorat prôné au plan régional par l'UEMOA. Jesselina Moussou et Moussa Hassan. Après la validation des programmes de l'Institut de santé publique ISP par les responsables du département, l'administration de l'Institut a invité les représentants des ministères de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et un expert du système LMD, licence master doctorat, pour crédibiliser la formation donnée. Si l'ISP expérimente depuis 2012 le système LMD par le master en nutrition, gestion des projets et santé communautaire, les responsables veulent le généraliser aux autres domaines par la licence. Notre souci, ce qui nous a guidés, effectivement, c'est d'élaborer, conformément aux normes, des programmes répondant aux besoins des étudiants et également en tenant compte du marché du travail. Le pari est gagné. Nous avons pu atteindre cet objectif. 5 jours d'intenses travaux et de concertation qui permettent à l'ISP de pouvoir introduire le système LMD dans tous les domaines de formation pour la licence. Un travail d'arrache-pied salué par le professeur Seydou Madougou, expert en système LMD à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je tiens à souligner l'effort de l'administration de l'ISP qui, durant 4 ans, a mobilisé le personnel enseignant, les étudiants, mais aussi le personnel de l'administration pour s'efforcer à se former, à concevoir et à construire ce format que vous voyez en LMD qui répond donc aux normes. La fin de cet atelier de validation marque le début de l'uniformisation des programmes de l'ISP à ceux des écoles de santé de l'espace OOAS, Organisation ouest-africaine de la santé, qui ne reconnaît que les diplômes licence, master et doctorat. À l'intérieur du pays, retour donc fin à Ottawa de la formation des formatrices et formateurs en broderie sur financement du fonds propre d'appui à la formation professionnelle et continue FAFCA, et c'est le directeur de cabinet du ministère des enseignements professionnels et techniques qui a présidé cette cérémonie. Kader Sangaré et Abdoulaye Abdou.
5 jours durant, les formatrices et formateurs présents à cette formation en broderie simple, venus de toutes les localités de Tawa et d'Agadez, ont été outillés des connaissances de la couture, notamment de la broderie sur machine simple. Cette formation, il faut le souligner, a été financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage FAPCA, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, notamment le 17 Development. Le directeur général du FAPCA, Abdou Lawali Djarma. Le FAPCA, Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage, restera toujours du côté du ministère pour appuyer le renforcement des capacités de nos formateurs et nos formatrices. Ce qui va résulter à la fin sur la qualité de la formation des jeunes femmes et des jeunes hommes qui seront dans nos différents centres de formation professionnelle et technique. Et le FAPCA, à travers ma voix, continuera toujours à œuvrer dans ce sens. Car dans un monde où l'économie est en perpétuel changement, seule la compétence va faire la différence. Et le FAPCA est là pour faire cette différence avec les autres pays de la sous-région. À son mot de clôture, le directeur du cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques, Abdoulaye Bouchir, a attiré l'attention des formatrices et formateurs ayant bénéficié de cette formation salvatrice, qu'arriver sur place de restituer leurs connaissances. Après la visite des ateliers, l'on a procédé à la remise des attestations aux bénéficiaires.